nombre de spectateurs. Ah, D'abord, il y en a beaucoup plus. En nombre de téléspectateurs, vous y êtes sensible. En notoriété, effectivement. En durée, puisque le Tour de France, c'est sur 3 semaines. Donc nous avons une durée d'exposition qui est celle des Jeux Olympiques. Et le nombre de téléspectateurs, vous multipliez par 4. Et vous voyez que ça vaut des Jeux Olympiques en nombre de pays concernés également. Alors, dans cette idée que le Tour de France serait une ambassade pour la France, vous proposez un truc qui est quand même assez fou, qui est de faire classer le Tour de France au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, juste pour préciser que ce qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est les temples d'Angkor ou la place Jemaa el Fna à Marrakech. Pas seulement. Figurez-vous que vous connaissez peut-être une fête folklorique qui s'appelle les Gilles de Binche. C'est en Belgique. Eh bien, cette fête, qui est un événement culturel simplement, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pourquoi c'est inscrit? C'est logique parce que le rôle de l'UNESCO, quand ça a été créé, c'était pour rapprocher les peuples. Vous savez, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait encourager tout ce qui était échange culturel et sportif, par extension, qui permettent le rapprochement entre les peuples. Le Tour de France existe depuis 1903. Il a énormément servi, je peux en attester. Je raconte le départ de Berlin, par exemple. Le Tour de France a beaucoup servi depuis un siècle à rapprocher les peuples, donc à participer à la paix dans le monde. Au même titre que les Jeux Olympiques, que Wimbledon, par exemple, enfin, que certains grands événements séculaires, sportifs, qui méritent d'être inscrits avec le Tour de France. Bien sûr. Ça aide en quoi? Berlin, par exemple. Oui. On a beaucoup travaillé avec le Tour à faire venir des pays de l'Est. À un moment, vous savez, où il y avait le fameux bloc soviétique. Je vous assure que le sport, pas seulement le Tour de France, on a beaucoup parlé du fameux tournoi de tennis de table entre la Chine et les États-Unis, qui a servi ce rapprochement. Le sport sert au rapprochement entre les peuples. Le Tour de France y a énormément contribué. Mais en quoi ça le sauverait de son mal aujourd'hui, qui n'est pas de diviser les peuples, mais qui est d'être miné par les questions de dopage? Enfin, j'ai fait juste un petit... Si on prend les derniers vainqueurs du Tour, donc Landis, Armstrong, je redescends, hein, Landis, Armstrong, Pantani, Ulrich et Ries, donc là, ça nous mène jusqu'en 1995. Tous ont soit été contrôlés positifs, soit sont fortement soupçonnés de l'avoir été. Donc en quoi est-ce que ça sauverait le Tour de vraiment ce qui le gangrène? Attendez, d'abord, je ne dis pas à aucun moment que c'est parce qu'on va inscrire le Tour au patrimoine mondial de l'humanité que le Tour va être débarrassé de ces problèmes qui existent de dopage. Vous me ferez quand même remarquer que les problèmes de dopage que vous évoquez, et que j'atteste, j'en parle très longuement et je l'explique en plus. Et que vous avez raison que depuis 1995, pour des raisons qui sont liées à une forme de dopage extrêmement efficace, qui est l'EPO, mais aussi le dopage génétique, qu'effectivement on peut s'interroger sur la crédibilité, d'où le fait que le Tour est menacé aujourd'hui. Mais il est menacé pour d'autres raisons qu'on va probablement évoquer. Mais je voudrais insister sur le fait que le dopage, il existe dans tous les sports. Et que malheureusement, il n'y a que dans le cyclisme qu'on en parle. Le cyclisme sert de bouc émissaire. Ça veut dire qu'on se dope plus dans le cyclisme qu'ailleurs, ou ça veut dire que les contrôles sont plus radicaux dans le cyclisme qu'ailleurs? Ce sont les mêmes médecins, les mêmes médicaments qui sont utilisés et les mêmes protocoles, comme on dit aujourd'hui, qui se retrouvent dans tous les sports. En tennis, en football, je cite Bernard Tapie, il est quand même très clair, quand Bernard Tapie le dit devant des spécialistes du football, et il s'y connaît bien, il pouvait comparer le cyclisme et le football, et il dit, je vais vous dire un truc, hein, les cyclistes à côté des footballeurs, c'est des enfants de cœur en la matière. Alors pourquoi c'est le cyclisme qui paye? Parce que ça arrange tout le monde. Vous avez bien remarqué que, comme par hasard, les affaires de dopage dans le vélo, elles sortent au moment de la Coupe du Monde de football. 1998, juillet, vous avez bien remarqué, on a attendu le départ du Tour et le départ de la Coupe du Monde de football pour lancer l'affaire Festina. On aurait pu lancer l'affaire Festina bien avant. Deuxièmement, on a recommencé en 2006, pareil. Et on n'a pas parlé de ce qui se passait sur la Coupe du Monde. Mais qui organise ce complot alors? Il s'organise de lui-même, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire les médias, etc., ce serait trop facile. Il y a une espèce d'autocensure, vous le savez bien, dans certains sports, notamment le football, on n'en parle pas, le tennis. Qui a parlé des contrôles à Roland-Garros? Il y a eu des contrôles de sang, il y a eu des contrôles de l'hormone de croissance. Vous voulez que je vous explique ce que sont les effets de l'hormone de croissance? Ça fait grandir, entre autres. Hein. Avant de faire le procès des autres sports, revenons au Tour de France. Xavier vient de le dire.
c'est une épreuve qui, depuis 1998, en fait, depuis la fameuse affaire Festina, c'est une espèce d'institution qui se fissure un peu plus chaque année. Ça, ce que vous racontez dans votre bouquin, c'est que vous l'avez vu venir. Et alors, vous dites une phrase importante, vous dites que, en gros, le dopage a toujours existé. Plus ou moins. Vous parlez même de Jacques Anquetil, qui est quand même une légende, qui a remporté 5 Tours de France. On peut remonter au tout premier Jeux Olympiques, qui lui-même au 19e siècle. Se dopait d'une certaine façon. Ouais. Mais, à partir des années 90, il se passe quelque chose et ça change. Alors, qu'est-ce qui change à ce moment-là? Pourquoi le dopage de confort, comme vous l'appelez, devient un dopage de masse, un dopage organisé? Alors, effectivement, ce qui change, et vous avez raison de le dire, c'est qu'au fond, jusqu'au milieu des années 90, on utilise des produits qui sont la cortisone, les amphétamines, qui ne changent pas la hiérarchie naturelle. Les meilleurs continuent à gagner le Tour de France. Jamais Poulidor dira d'Anquetil qu'Anquetil l'a battu parce qu'il était dopé. Et Anquetil ne se cachait pas de prendre des amphétamines. Donc, et Poulidor aussi était dopé. C'est pas évident, mais c'est pas évident. Lui ne le dit pas, et puis de toute façon, mais Anquetil ne s'en cachait pas. Et Poulidor a jamais dit j'ai perdu une Tour de France parce qu'Anquetil était dopé. J'ai perdu parce qu'Anquetil était plus fort. Il savait mieux souffrir, etc. Il était plus intelligent en course. Enfin bref, plein de raisons que je rappelle dans ce livre. Ce qui se passe dans les années 90, on a l'apport de l'EPO, qui est un médicament mais extraordinaire, et notamment des transfusions sanguines aussi. Il y a les deux choses, qui sont des médicaments qui sont des dopages qui font qu'un bon coureur, c'est jamais un mauvais, hein, attention, mais un bon athlète va à un moment être au niveau des meilleurs, voire mieux. Donc, ça pose le problème à ceux qui sont au-dessus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se laisser battre? Et cela dans tous les sports. Et surtout maintenant, on a des choses encore plus inquiétantes, d'une certaine façon, c'est le dopage génétique. Le dopage génétique, c'est l'utilisation de cellules souches injectées dans les muscles, qui vous donne 30 à 40% de force supplémentaire. Non, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ça change? C'est pas seulement l'apparition de médicaments. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, les coureurs acceptent? Pourquoi est-ce que les directeurs sportifs organisent ça? Pourquoi est-ce que tout le monde couvre ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans le milieu du cyclisme à ce moment-là? C'est pas seulement l'arrivée d'un nouveau médicament, il faut quand même qu'il y ait une volonté quelque part. Bah si, il y a toujours... Tous les hommes sont ce qu'ils sont dans tous les sports. Ils sont ce qu'ils sont, ils cherchent à améliorer leur performance. Je vous dis, depuis l'Antiquité. Hein, on pourrait prendre Astérix, c'est la même histoire. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, il y a un médicament que certains commencent à utiliser. Il y a une équipe notamment qui commence à l'utiliser, qui fait un numéro dans une flèche wallonne, je l'explique. Les autres se disent, oulala, ils ont trouvé le breuvage idéal. Alors, soit on l'interdit à ce moment... C'est aussi simple que ça, quoi. C'est juste ce que l'effet boule de neige. Tout le monde s'y met. Les médecins, on les connaît. C'est des laboratoires, des médecins qui sont connus, qui ont pignon sur rue, en Italie, en Espagne, voire en France. Et puis, on dit, c'est là qu'il faut aller. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est là qu'il faut aller. Si tu vas là-bas, tu vas gagner plein de courses. Et c'est formidable. Mais c'est quoi la solution? Parce que là, on contrôle, on exclut, et pourtant, ça continue d'année en année. La solution, malheureusement, aujourd'hui, dans tous les sports, si on veut s'en donner la peine, c'est des écoutes téléphoniques, c'est ce qui s'est passé dans certains cas, c'est l'affaire Balco, c'est les dénonciations, c'est les écoutes téléphoniques, c'est les descentes dans les hôtels, dans les laboratoires, c'est l'affaire Puerto. Mais encore faut-il aller au bout. Pourquoi on n'est pas allé au bout de l'affaire Puerto? On s'est arrêté au seul cycliste, vous le savez bien, qu'aujourd'hui tout est bloqué en Espagne parce qu'on a dénoncé des cyclistes, ça a mis la pagaille au départ du Tour l'année dernière, puis quand on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des cyclistes et qu'il y avait des gens importants d'autres sports, on a tout arrêté. Il faut le savoir quand même ça. Mais là, on est 9 ans après l'affaire Festina. 9 ans après. Iban Mayo a été hier, encore une fois, convaincu de dopage. Ça ne s'arrête pas. Les types ne peuvent pas s'arrêter. Ça s'arrête. C'est ça la réalité aussi. Ça s'arrête en France. Vous n'êtes pas ça s'arrête en France. Vous n'êtes pas sans remarquer. Bah oui, ce qui veut dire, il y a une autre solution. Ce qui veut dire que les coureurs les Français finissent 25e du Tour de France. Oui, mais pourquoi les équipes françaises aujourd'hui clairement ne sont pas dopés? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un accident ici et là, mais pas de dopage majeur. Pourquoi? Parce que les équipes françaises, les sponsors français, je pense l'exemple de la Française des Jeux. Française des Jeux, depuis 1998, Marc Madiot a dit maintenant c'est fini. On arrête, après l'affaire Festina, on fait ça sérieusement. Donc le médecin déjà de la Française des Jeux surveille tous les paramètres sanguins et les coureurs sont suivis. C'est-à-dire que si un coureur allait faire des cures en Italie ou en Espagne ou en Afrique du Sud, on le saurait tout de suite. Et ils savent qu'ils sont surveillés. Donc, ce qui veut dire que les équipes françaises aujourd'hui sont clean, comme on dit.
Et pourquoi dans ces cas-là ne pas faire courir dans le Tour de France que des équipes dont on sait que les coureurs sont suivis longitudinalement? D'où mon projet de revenir, enfin d'en venir à des sélections nationales, parce que ce ne serait pas comme autrefois où il y avait 5 pays concernés. Maintenant, il y en a 30 qui sont concernés. Et les sélections nationales, je ne dis pas que ça ira. Ça s'est arrêté quand, ça, les sélections nationales? Il y a 30 ans. En fait, en 68, mais d'une certaine façon, on les avait un petit peu restaurés en 83, puisqu'il y avait une équipe nationale colombienne, le Tour était open. Et puis, on n'a pas continué dans cette voie parce qu'il s'est avéré qu'à l'époque, ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, je pense, honnêtement, c'est ma conviction, qu'il faut qu'il y ait une rupture, comme dans d'autres domaines, et qu'on en vienne, ou qu'on en revienne d'une certaine façon, à des sélections nationales. C'est-à-dire qu'on abandonne les équipes de marque, qu'on revienne au club, d'ailleurs ça ferait du bien. Oui, mais l'argent, c'est la même enveloppe. Le problème, c'est que les équipes de marque, c'est aussi des apports de sponsors. Mais comment fonctionnent les autres sports? Vous avez des clubs, regardez le football, vous avez des clubs, ou le rugby, vous avez des clubs et des sélections nationales. Les sponsors mettent de l'argent. Voilà, ça serait comme la Coupe du Monde, quoi. C'est-à-dire que le Tour de France deviendrait la Coupe du Monde. Ce serait les Jeux Olympiques. Voilà, et on deviendrait en équipe nationale. Mais même aujourd'hui, je pense que ce serait une bonne chose parce que ça permettrait de remettre les coureurs d'élite dans les clubs, donc qui est un meilleur brassage avec les jeunes. Et puis des sélections nationales qui auraient des clubs de sponsors. Il y a plein d'apparitions en plus publicitaires possibles aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois. Avant d'arriver à cette option, et si on s'arrêtait? Et si on l'arrêtait, le Tour, là? Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, histoire, un, de créer un électrochoc, et 2, de tout clarifier, quoi. Non, le risque, l'arrêter, le risque, c'est que les gens l'oublient, vous savez bien. La politique de la chaise vide n'est jamais une bonne politique. Prenez le Grand Prix de Formule 1. Et pour les mêmes raisons, parce qu'on a beaucoup parlé de dopage, tout de suite, le Grand Prix de France de Formule 1, il va disparaître. Ouais. Et vous savez pourquoi? Pour les mêmes raisons, parce que ce que je dis, ce qui menace le Tour de France, ce que je veux dire dans ce livre, c'est moins le dopage qui existe dans tous les sports. Si c'était seulement le dopage, d'ailleurs l'affaire Festina n'a pas tué le Tour. En revanche, ce qui peut tuer le Tour, c'est une approche marketing, spectacle, business du sport, comme ça existe notamment aux États-Unis, et qu'on voudrait introduire dans le cyclisme. À l'exemple de la Formule 1. La Formule 1, c'est un spectacle, c'est pas un sport. Mais le Tour de France, ça a toujours été aussi un outil marketing. D'abord, ça a été l'outil marketing d'un journal. Et ensuite, et ça l'est toujours un peu. Attendez. Et ensuite, c'est vrai, la caravane du Tour de France, vous allez assister à une étape du Tour de France, vous voyez d'abord défiler les caravanes et les caravanes de publicité qui balancent des trucs. Vous savez pourquoi il y a une caravane dans le Tour de France? On est exactement au cœur de notre problème d'aujourd'hui. Dans les années 20, on l'a oublié, vous n'étiez pas né, moi non plus. Non. Mais je me suis un petit peu penché sur l'histoire du Tour. Dans les années 20, c'était n'importe quoi le Tour de France. Tous les vainqueurs, vous savez, vous avez critiqué les derniers vainqueurs. Les vainqueurs des années 20, c'était à peu près la même chose. On se dopait aussi, on bricolait, mais surtout il y avait un tas d'arrangements. C'était des arrangements financiers entre eux, il y avait des mafias, etc. Et Henri Desgranges a dit, le Tour est mort. Pour ressusciter le Tour, on fait les équipes nationales. Mais pour financer les équipes nationales, ça voulait dire qu'on donnait à chacun les mêmes vélos, les mêmes hôtels, etc. Donc il fallait beaucoup d'argent. Et pour ça, il a eu l'idée géniale de cette caravane publicitaire qui a servi justement à financer le Tour. N'oubliez pas que le Tour de France n'a pas de recettes spectateurs. C'est un spectacle gratuit, donc il faut bien trouver quelque part. Pour conclure, vous dites sauvons le Tour, mais ce qui sauve le Tour, c'est le public. Parce que malgré toutes les affaires de dopage, malgré la caravane qui parfois peut être un peu insupportable, etc., il y a toujours des millions et des millions de gens qui regardent et qui vont surtout assister. Bien sûr. Ça ne vous surprend pas, ça, que les gens soient à aucun moment démobilisés, découragés, dégoûtés par ça? Il faut nuancer un petit peu ce que l'on dit là. Il y a quand même une petite diminution. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je ne suis pas là pour manier la langue de bois. Il y a une petite diminution. Pour ceux qui observent certaines montées de col, etc., il y a une diminution, mais il y a encore beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de villes qui continuent à vouloir le Tour, ce qui est aussi très important. C'est un autre baromètre. Et il y a des sponsors qui continuent, et ils ont raison, de penser que le cyclisme, c'est le meilleur retour sur investissement. Donc tout ça fait qu'heureusement, le Tour n'est pas mort, et j'espère qu'il est loin d'être mort. Mais le public aussi, il y a une autre question à se poser. Alors c'est un spectacle gratuit, ne l'oublions pas. Si c'était payant, peut-être que le nombre de spectateurs pourrait diminuer plus vite. Le public, on se pose la vraie question. C'est est-ce que le public est préoccupé par ces problèmes de dopage? On l'a vu avec l'affaire Virenque. Souvenez-vous que les pancartes, c'était plus contre le directeur du Tour pour défendre Virenque
quand il avait été exclu du Tour, que pour accuser Virenque. Donc là, il y a une vraie question. C'est le paradoxe, c'est un grand paradoxe. Ouais. Alors, Sauvons le Tour, je rappelle que c'est aux éditions Prolongation, c'est signé Xavier Louis. Je rappelle que vous êtes aussi ancien directeur